apparaissait sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Shalom Besançon. Vous êtes ici ce soir pour parler sport dans votre émission Soyons Sport. On va refaire toute l'actualité sportive au plan national, international et également et surtout, vous allez me dire ce qui s'est passé ce week-end en Bourgogne-Franche-Comté. En ce qui concerne, bien évidemment, on va revenir un peu sur la Coupe d'Europe, un petit cocorico quand même, car les résultats des clubs français ont été bons la semaine dernière. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. On reviendra également sur la Ligue 2 avec la page du Football Club Sochaux-Montbéliard. Bon, il y a forcément des choses à dire après le pauvre match de ce week-end à Orléans. On va parler également football en National 2, National 3. Ça sera avec Mr. Frédéric Fitch, s'il arrive. Il est en retard, donc il passera chercher son chèque aussi à la compta. Bon, ça va commencer à se cumuler les chèques du côté de la compta. Non, il va arriver, Fred, il est un petit peu en retard. Ensuite, on parlera également, on va revenir sur ce qui s'est passé en National 3, ici dans la capitale comtoise, avec la première, pas la première victoire, mais en tout cas si, pour 2019, du Racing Besançon, avec également le changement d'entraîneur. On reparlera également handball avec le SBF et le GBDH avec un match cette semaine pour le SBF. Et les playoffs qui commenceront pour le Grand Besançon de handball. Et on parlera également du Bezac. Ce sera également pour toute cette fin d'émission. Bonsoir Arthur. Et salut Fred. Bon, tu es le seul au poste ce soir car notre troisième larron n'est pas arrivé. Comment je vais préparer psychologiquement à toute cette histoire? Ah, c'est toute une préparation. D'ailleurs, je crois qu'on va engager un préparateur physique qui va justement nous faire des cours sur le mental, sur le physique également. Donc ça devrait être assez sympa. Bon, ça va, passer un beau week-end? Bah oui, écoute, très bien. On a pu aller voir le match de Dijon. On s'est bien reposé ce week-end et puis on reprend tranquillement le travail ce matin. C'est vrai, on était tous les deux à Dijon, mais finalement on s'est pas croisés dans le stade. Monsieur préfère prendre des petits fours et le champagne en loge VIP. On l'excuse. Voilà, champagne à boire, bien évidemment avec modération. Oui, j'étais invité pour voir en tout cas une belle rencontre qui ne s'est pas forcément bien passée pour cette équipe de Dijon, mais on en reparlera bien évidemment dans la page Ligue 1. On va dédier cette émission aussi aujourd'hui à un joueur du FCSM qui nous a quittés. C'était Nelson Zeglio. C'était le premier Brésilien. Qui est arrivé en 51 à Sochaux C'est avant ça. de repartir aussi à Paris un an plus tard. Et il a terminé sa carrière au Brésil après avoir fait 4 ans dans notre beau pays. Exactement. Donc on adresse nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches et au club du Football Club Sochaux-Montbéliard. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la page Coupe d'Europe. On va parler un peu quand même des résultats des clubs français car ça a été quand même sympa la semaine dernière. Allez, on ouvre cette page avec le jingle. Allez, on va laisser la musique en fond. Elle se coupera bien évidemment toute seule. On va revenir sur les résultats. Je vous donne tous les résultats de la semaine dernière. On parlera bien évidemment des clubs français juste après. Bon, je vais essayer de machiner les deux. Ça va être compliqué. On va justement vous donner les résultats avec bien évidemment le Liverpool et le Bayern Munich qui ont fait 0 partout. Il y avait également l'Atlético Madrid qui a battu la Juventus de Turin de Ronaldo 2-0. C'était en tout cas un très beau match et le match retour promet d'être encore plus beau. Manchester City est allé s'imposer du côté de Schalke 04 3-2 en tout cas, et l'Olympique lyonnais qui a fait match nul face au FC Barcelone. Bon, c'est quand même des belles perfs en ce qui concerne les clubs français. En ce qui concerne Lyon, pour le moment, on reviendra sur Rennes juste après.
N'est-ce pas, Arthur ? Oui, bon après moi j'ai pas regardé le match contre Lyon, j'ai préféré regarder le match contre du Bayern Liverpool parce que tout simplement je devais me charger de rédiger un article dessus pour mon média, donc je pourrais juste donner une analyse sur ce match. Un gros match de défense entre les deux équipes, on a vu quand même une solidité dans les derniers mètres assez remarquable pour chacune des charnières qui étaient présentes. Très peu d'occasions des deux côtés et surtout un jeu qui s'est bien renfermé au milieu de terrain. C'était vraiment agréable à voir et puis on espère que peut-être que le compteur se débloquera au match retour à l'Allianz Arena, sachant que Liverpool, d'un côté, prend un petit avantage avec aucun but encaissé à domicile qui pourrait faire du mal sur la règle des buts à l'extérieur. C'est ça, tout comme Lyon d'ailleurs, qui a fait un match nul contre le FC Barcelone. C'était la soirée du 0-0, la soirée des défenses. Mais c'est un bon résultat. C'était un très bon, à la fois, c'est un bon résultat pour Lyon au niveau de la règle des buts à l'extérieur, mais aussi, il pourrait avoir quelques surprises au match retour face à Barcelone, qui en plus sera dans son entre du Camp Nou. Donc, il faudra se préparer à une telle animosité dans les tifos, dans les socios qui seront au stade, et puis surtout, encore livrer une belle prestation comme ils ont fait mardi. Et marquer un but d'entrée, ce qui mettrait le FC Barcelone, je pense, dans le doute. Allez, je te propose d'écouter justement ce qui s'est passé, le résumé d'Olympique Lyonnais-Barcelone, les meilleurs moments en tous les cas. Premier ballon d'attaque pour les Lyonnais avec... il est passé. Cette fois, dans l'autre sens, on préfère dans ce sens-là. C'est Dembélé, l'autre Dembélé du jour, évidemment, avec Martin Terrier. La frappe de Terrier. C'était splendide. C'est pas vrai. Et c'est splendide de la part des deux hommes. Et la de Ter Stegen. Et la frappe qui retombe vite. Elle a une drôle de trajectoire en plus. Dembélé encore. Dembélé sur son pied gauche. Évidemment, le fameux crochet de Dembouz. Peu de réussite. Ousmane Dembélé. La frappe de Dembélé. Il n'avait pas bougé Anthony Lopez. Qui est passé devant Dembélé. Qui va servir un partenaire, avoir en l'occurrence Traoré. Allez, Dembélé comme elle vient. avec Terrier, le 1-2. Allez. Oh, ce ballon. Dembélé envoie ce ballon. C'est contré. Ouh là là. Temporisé, trouvé, Traoré c'est fait. Le crochet trop, non. Fils de paille. Jordi Alba. Attention le retrait. Aujourd'hui, il a pris le temps de bien contrôler. Oh, Luis Suarez. Je croyais qu'elle était au fond. Oh, attention, parce que ça revient dans les pieds de Philippe Coutinho. Tony Lopez. L'arrivée de Léo Messi qui va plus vite que tout le monde, qui empêche le ballon de sortir. En retrait, il l'a vu, Sergio Busquets. L'envoyé d'Anthony Lopez. Ils auront peut-être des regrets à ce niveau-là, peut-être de ne pas avoir joué les contres plus souvent à fond. Mais à l'arrivée... Et à l'arrivée, comme dirait Eric Dimeco, ça fait 0 partout. Et le coup est plus que jouable pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui devait se passer de Nabil Fekir. En tous les cas, on espère que les Lyonnais feront un excellent match du côté du Camp Nou. Avec la réaction tout de suite, on va écouter Anthony Lopez, le gardien de cette équipe lyonnaise qui revenait justement sur cette rencontre et le fait que Lyon n'a pas pris de but. C'est vrai qu'on aurait aimé quand même mettre ce but, finir le match 1-0, mais c'était très compliqué, surtout en deuxième période. Voilà, face à cette équipe extraordinaire, on savait qu'à un moment donné ça allait être compliqué pour nous, qu'on allait subir pas mal de temps. On a bien subi. Ouais, c'est vrai qu'au début on s'était dit d'aller quand même essayer d'aller un peu les chercher, mais voilà, la moindre occasion qu'on aurait pu récupérer devant. On aurait aimé marquer, mais ouais, c'était un match très compliqué, beaucoup très très intense. Surtout en deuxième période, on a pas mal subi. Mais bon, on ressort de ce match quand même avec le devoir accompli à moitié, parce qu'on subit et on voulait vraiment mettre ce but et on n'en a pas encaissé, donc c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose de ne pas avoir encaissé de but, il a raison Anthony Lopez, mais il faudra en tous les cas marquer du côté du Camp Nou dans les premières minutes, ça sera assez sympa pour faire douter cette équipe du FC Barcelone qui s'est encore imposée 4-2 contre Séville ce week-end en Liga avec un très beau but, une très belle reprise de volée de Lionel Messi, c'était encore une fois magnifique. On va bien sûr maintenant regarder ce qui va se passer notamment en Europa League, car il y avait aussi de l'Europa League et des bons résultats. Encore un très bon résultat pour une équipe française.
C'était bien évidemment le Stade Rennais qui allait du côté du Betis Séville, pas forcément favori. Tout le monde les voyait perdants. Ils avaient fait 3 partout au match aller. Donc on se disait que Rennes avait bien sûr, on a toujours la possibilité de passer, même quand on a un résultat qui n'est pas forcément favorable. En plus, ils étaient soutenus par plus de 3500 Rennais qui avaient fait le déplacement, que ce soit en car, en bus, en avion. Ils étaient plus de 3000, en tout cas ils avaient du soutien. Et ça a bien marché avec Ben Sebaini qui marque le premier de la tête sur un bon corner où la défense du Betis Séville cherche encore le ballon parce que personne ne saute, personne ne bouge. Sauf Ben Sebaini qui lui a vu tout de suite le ballon et a surtout mettre une belle tête décroisée. Ensuite, Séville le Stade Rennais plutôt va augmenter son avance 2-0. Mais juste avant la mi-temps, Lo Celso va lui réduire le score. Là, tout le monde a bien sûr eu peur, mais finalement, les Rennais ont courbé un peu le dos, mais sans bien sûr le casser complètement. Et ensuite, en fin de partie, le score était scellé 3-1. Je vous propose en tout cas d'écouter le résumé de Betis Rennes. Clément Grenier encore pour ce corner. Il faut venir là. Le voilà Ben Sebaini et Rennes est pour le moment qualifié. Voilà le coup de froid qu'on attendait. Allez, ne passe le... Côté droit. Avec Ben Arfa, avec Ismail Assar. Oh, allez. Eh oui. C'est bien sûr. Super. Adrien Hunou. Oh, les Rennais en train d'écrire l'histoire ici à Séville. Parvenu à se retourner, parvenu à lancer également Canales. Il y a du monde de l'autre côté. Il y a une position de hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu. Oh, le Betis revient. Et Rennes. Quelle erreur. Pas aidé les Rennais vraiment. Il y a Ismail Assar qui est tout seul. Tuer le suspense jusqu'au bout. Allez. Maignan. Et le voilà. Il est là l'exploit. Les Rennais sont en 8e de finale de l'Europa League pour la première fois de leur histoire. C'est un événement. C'était sur RMC Sport. Bravo les Rennais. Bravo les Rennais, oui, on peut le dire. Mais à un moment donné, il faut dire aussi, on entend souvent parler du niveau de la Ligue 1. On n'a rien, je pense, à envier au niveau des autres équipes, en tous les cas dans les autres championnats. Certes, il y a des équipes mythiques, que ce soit Real, Barça, ou j'en oublie d'autres, bien évidemment. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on joue en tous les cas une place pour se qualifier, notamment que ce soit en Coupe d'Europe, il faut jouer, il faut tout donner. C'est ce qu'ont fait les Rennais. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur ? Oui, ils ont réussi à montrer qu'ils avaient quand même des sacrées qualités individuelles pour pouvoir contrecarrer les plans du Betis qui quand même s'est bien appliqué sur son plan de jeu en contre-attaque et puis très offensif. On a vu quand même Ben Arfa qui a été juste impressionnant pendant ce match, des ailiers qui ont été au rendez-vous et une organisation défensive derrière qui a réussi à contrecarrer les plans. Et c'est dommage de ne pas voir... un Rennes comme ça toute l'année parce que si ils arrivaient à avoir un tel niveau et d'une manière assez régulière pendant toute la saison, ils pourraient être bien plus haut au classement qu'actuellement. Oui, avec des joueurs qui font beaucoup aussi également, avec Ismail Assar qui est assez impressionnant, qui va être un très grand joueur dans les années à venir, ça j'en suis persuadé. Mbaye comme tu le disais. Et Adrien Hunou qui est vraiment décisif ces derniers temps. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est lui qui met le deuxième but sur la frappe. On ne sait pas s'il veut frapper, s'il veut centrer. Moi, j'ai l'impression que la frappe, elle est un peu ratée. Mais en tout cas, Adrien Hunou surgit derrière le défenseur sévillan et marque ce deuxième but ô combien important. Je vous donne juste les résultats de ces 16e de finale avec Arsenal qui a battu le Bate Borisov 3-0. Villarreal et Sporting Lisbonne 1 but partout, donc Villarreal qualifié et Arsenal qualifié. Le FC Valence a battu le Celtic Glasgow 1-0, Valence qualifié. Dynamo Zagreb a battu Victoria Plzeň 3-0, le Dynamo Zagreb qualifié. Naples a battu le FC Zurich 2-0, donc Naples qualifié également. L'Eintracht Francfort a fait... explosé, on va dire, le Shakhtar Donetsk 4-1, donc les Allemands qualifiés également. Le Red Bull Salzbourg a fait de même face au FC Bruges 4-0. Inter de Milan a battu le Rapid de Vienne sur le même score 4-0, donc les Milanais qualifiés. Le Benfica Lisbonne est qualifié aussi malgré son match nul 0 partout contre Galatasaray.
Rennes, on en parlait à l'instant. Le FC Krasnodar a fait un but partout. C'est un peu une surprise du côté du Bayer Leverkusen. Et c'est Krasnodar qui passe car à l'aller, il y avait eu 0 partout. On a également le Slavia Prague qui a explosé le Racing Genk à domicile, donc en Belgique. 4 buts à 1 est donc qualifié. Le Dynamo Kiev a battu l'Olympiakos 1-0 et Chelsea a battu Malmö 3 buts à 0. Et on ne l'a pas dit, mais Rennes sera opposé à Arsenal. C'est un sacré morceau qui a été tiré pour Rennes et ils vont devoir être vraiment au rendez-vous. Après, on voit quand même qu'on est à un stade de la compétition où on a de très belles affiches qui se propagent et des quarts de finale qui s'annoncent très alléchants quand on voit la liste des candidats aux quarts de finale. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, il y a quand même au moins 5 rencontres qui vont m'intéresser dans les huitièmes de finale en plus de Rennes. Tu as quand même le Chelsea Dynamo Kiev qui reste quand même 2 équipes avec un bon standing. T'as Eintracht Francfort, Inter Milan, Oui, je aussi. vais les donner en même temps. Dynamo Zagreb, Benfica, Naples, Red Bull, Salzbourg, le FC Valence, Krasnodar, FC Séville, Slavia Prague et on a également le Zénith Saint-Pétersbourg face à Villarreal. Ça, c'est un match, le Villarreal, c'est un match qui va opposer 2 équipes qui sont quand même équilibrées au niveau en termes de niveau de jeu et ça va vraiment être très intéressant à voir. C'est vrai, ça va être un peu du 50-50. Mais en tout cas, il faudra se qualifier. Et c'est vrai que Rennes, en tout cas, ira jouer du côté d'Arsenal, alors qu'il faut savoir que les rencontres avaient été initialement inversées, donc ce qui a déplu fortement, bien sûr, aux dirigeants rennais. Donc on verra ce qu'il en est. C'est vrai qu'on dit toujours bon ou mauvais tirage. On le sait souvent quand les 2 rencontres sont terminées et quand on est qualifié, on dit que finalement c'était un bon tirage. Et quand on est éliminé, forcément, c'est pas un si bon tirage que ça. C'est toujours les questions un peu en dilettante. Alors, on va refermer cette page Coupe d'Europe en espérant que les Français brillent, on l'espère, car ça rapporte également, on l'a déjà dit, des points UEFA. On s'intéresse juste vous donner les résultats du côté des championnats étrangers pour vous parler de la Première Ligue. Il y avait un choc ce week-end entre Manchester United et Liverpool et ça a fait finalement 0 partout. Arsenal lui avait battu Southampton 2-0. Crystal Palace était allé battre Leicester City 4 buts à 1. Bournemouth et Wolverhampton 1 but partout. Newcastle a battu Huddersfield 2-0. Le match Chelsea-Brighton avait été reporté. Burnley a battu Tottenham 2 buts à 1. Et ce vendredi, Watford est allé battre Cardiff City 5 buts à 1. West Ham avait battu Fulham 3 buts à 1. Au classement, Liverpool est en tête avec 66 points. Manchester City est deuxième avec 65 points. Troisième, Tottenham 60 points. Et quatrième, Arsenal 53 points. Manchester United 52 points et cinquième. Et Chelsea est sixième avec 50 points. En bas de classement, on retrouve 19e Fulham avec 17 points. Et 20e Huddersfield avec 11 points. Et le 18e aussi, les 3 équipes en Angleterre sont reléguées, je te rappelle. Oui, c'est ça, Southampton. Bon, après, je donne que les 2 derniers parce que après, ça fait un petit peu long, mais et c'est pour ça que je donnais juste les 3 derniers. Mais c'est vrai que tu fais bien de le rappeler qu'il y a bien évidemment plusieurs relégués également. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, pendant le derby contre Manchester, il y a eu 3 remplacements qui ont été effectués en première rencontre par Manchester United à cause de blessures. On a eu Ander Herrera, Juan Mata et Jesse Lingard qui ont été sortis avant les 40 premières minutes de jeu, sachant que Lingard, il me semble, avait été rentré à la place de Mata et a dû déjà laisser sa place en quelques minutes. Oui, c'est ça, il y a eu plusieurs blessés du côté de Manchester United. C'est bien, on va dire, pour le Paris Saint-Germain. Pour le Paris Saint-Germain, oui, surtout qu'après, c'est des milieux de terrain, donc il va falloir trouver qui mettre à leur place, sachant que Pogba, en plus, est suspendu pour le prochain match, il me semble. Donc là, c'est vraiment un appel au secours ou voir Solskjaer qui va jouer avec peut-être scénario catastrophe. Un 4-0-6, c'est parti, tout le monde en attaque, ça bombarde. C'est ça. Bon, de toute façon, après avoir perdu 2-0 au match aller, ils n'ont plus que ça à faire. Hein. Oui. Même s'ils perdent, de toute façon. Tout pour l'attaque. Ouais, exactement. Donc, allez, plus de gardiens, plus personne, non, quand même. Bon, après, tu fais comme l'Autriche dans les années 30, hein, tu fais un 2-0-7. Hein. Bon, après, c'était dans les années 30, quoi. Oh, la Danubian School. Allez. Exactement. Allez, juste du côté de l'Espagne, pour vous donner les résultats. Ce vendredi, Espanyol Barcelone et Huesca avaient fait 1 but partout. Également, Retafe a battu le Rayo Vallecano 2-1. Le FC Barcelone s'est imposé du côté du FC Séville avec un triplé de Lionel Messi, dont une super reprise de volée, la 26e minute de jeu. C'était simplement magnifique.
Et encore un triplé pour lui. Alaves, Celta Vigo 0 partout. L'Athletic Bilbao et Eibar 1-0. Et ce dimanche, le Real Madrid est allé s'imposer du côté de Levante avec un but du français Karim Benzema, 43e sur penalty. Également, le Betis Séville s'est repris après son élimination en Coupe d'Europe face à Rennes du côté de Valladolid 2-0. L'Atlético Madrid, lui, a battu Villarreal 2-0. Les Ganés et le FC Valence font match nul, un but partout. Du côté du classement, en tête, le FC Barcelone 57 points. Deuxième, l'Atlético Madrid 50 points. Troisième, le Real Madrid avec 48 points. Quatrième, Retafe avec 39 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e, donc Villarreal avec 23 points. 19e, le Rayo Vallecano 23 points. Et 20e, Huesca avec 19 points. En tête du classement des buteurs, on a toujours Lionel Messi, 25 buts. Quand même assez impressionnant. D'ailleurs, son entraîneur, à la fin de la rencontre contre Séville, a dit que c'était vraiment le meilleur joueur du monde. Et c'est vrai qu'en ayant regardé cette rencontre, voilà, la reprise de volée qu'il fait est tout simplement magnifique. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de commentaire à faire, il y a juste à regarder. C'est que du plaisir. Non mais c'est vrai, c'est que du plaisir. Oh, complètement. Allez, en Italie, qu'est-ce qui s'est passé pour cette 25e journée qui commençait ce vendredi avec le Milan AC qui a battu Empoli 3-0. Ce samedi, Frosinone s'est incliné chez lui face à l'AS Rome 3-2. Le Torino a battu l'Atalanta Bergame 2-0. Du côté des autres résultats, la Fiorentina et l'Inter de Milan 3 buts partout. Naples est allé battre Parme 4-0. La Juventus Turin est allé battre Bologne 1-0. Un but de Paulo Dybala qu'on annonce sur le départ. Sassuolo et Spal Ferrara 1 but partout. Le Chievo Vérone Genoa 0 partout. La Sampdoria de Gênes 1-0 face à Cagliari. Au classement, la Juve est toujours en tête et largement en tête avec 69 points. Deuxième Naples 56 points. Troisième l'Inter de Milan 47 points. Également quatrième, l'autre club milanais, le Milan AC, 45 points également. En bas de classement, on retrouve Bologne 18e avec 18 points, Frosinone 19e, 16 points, et le Chievo Vérone qui, lui, est 20e avec 10 points, bon, est quasiment déjà en deuxième division. C'est le cas de le dire. Avec le championnat allemand, on terminera d'ailleurs là-dessus, avec la 23e journée qui commençait donc ce vendredi 22 février avec Brême et le Stuttgart, un but partout. On a également Fribourg qui a battu Augsbourg 5-1, Mayence a battu Schalke 04 3-0, le Bayern Munich a battu le Hertha Berlin 1-0, Wolfsburg est allé battre le Borussia Mönchengladbach 3-0, le Fortuna Düsseldorf a battu Nuremberg 2-1. Et ce dimanche, Hanovre s'est incliné chez lui face à l'Eintracht Francfort 3-0. Et le Borussia Dortmund a battu difficilement le Bayer Leverkusen 3-2. Mais Dortmund est toujours en tête avec 54 points. Derrière Munich, le Bayern Munich avec 51 points. Mönchengladbach est 3e avec 43 points. Leipzig est 4e avec 41 points. Et en bas de classement, on retrouve Stuttgart qui est 16e avec 16 points. Ça va bien ensemble. Avec 17e Hanovre avec 14 points et 18e Nuremberg avec 13 points. Eh bien, on va refermer cette page championnat étranger, à moins que tu aies un petit truc à rajouter, Arthur. Rien du tout. Rien du tout. Eh ben, je te propose de revenir dans l'Hexagone et puis d'ouvrir la page Ligue 1, pardon. Ça te va ? Oui, la Ligue 1, ça me va. La Ligue d'Ain. La Ligue des Daims. Non, c'est pas ça. On n'est pas pêche, chasse, nature et tradition. Allez, on part du côté de la Ligue 1. C'est parti, on va parler de la Ligue 1 et en tout cas de la 26e journée qui commençait donc ce vendredi 22 février avec 2 rencontres au programme. À 19h, il y avait Dijon qui recevait Saint-Étienne. Bon, une rencontre finalement où on était tous les deux, pas au même endroit comme on l'a précisé tout à l'heure, mais en tous les cas on y était. On a vu ce qui s'est passé lors de cette rencontre avec un seul but dans ce match. Il est l'œuvre de Neven Subotic, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, à la 64e minute de jeu,
qui a fait une reprise de volée en pleine surface. Bon, reprise à moitié ratée, parce qu'elle tape, Oui, elle tape le sol. Elle écrase le sol, C'est mais après ça. elle rentre dans le but, c'est le plus important. C'est ça. Et en tous les cas, on a vu une équipe de Dijon qui n'a pas pu réagir face à une équipe de Saint-Etienne qui n'a pas forcément été poussée dans ses retranchements, en tous les cas. Dijon n'a pas mis, je trouve, beaucoup de pression sur cette équipe stéphanoise. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur. Ben, moi, j'ai trouvé que déjà le match était d'une pauvreté au niveau du jeu, puisqu'on n'a pas forcément vu beaucoup d'occasions des deux côtés. Puis surtout, Saint-Etienne, qui pourtant montre pas mal de jeux depuis que Gasset est arrivé, là, c'était vraiment muet hier soir. Enfin, vendredi soir. On a vu une équipe de Dijon qui a joué avec pas mal de remplaçants. Quand tu vois sur le papier, tu avais déjà 4 défenseurs centres qui étaient alignés. Bon, si on enlève Shafik qui est défenseur droit, mais qui a le profil pour un défenseur centre. Aguerd qui était obligé de jouer à gauche, mais qui a balancé tous ses ballons en touche. Donc bon, au niveau de Dijon, il y avait aucune cohérence tactique, la défense prenait l'eau et c'était très compliqué de développer quelque chose. Au niveau de Saint-Etienne, ils avaient quand même une sacrée cohésion. Et puis ce qui a permis de débloquer le score, c'est quand même l'efficacité des ailiers sur le terrain avec Cabella comme métronome. Après, je trouve quand même que c'est quand même très inquiétant pour Dijon d'avoir un tel niveau de jeu en Ligue 1 avec des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau. Et je pense que la case Ligue 2 se rapproche de plus en plus pour eux, du moins peut-être la case barrage. Oui, parce que moi j'ai trouvé que Saint-Etienne n'avait pas en tout cas forcé son jeu sur cette rencontre, mais techniquement, ils étaient quand même pour moi au-dessus de Dijon. Ah bah ça c'est Non, clair. Au niveau technique, tu as eu que Slity qui avait montré des choses au niveau technique, puis Jordan Marier. Mais Slity, il faut lui donner un ballon pour Noël. Il le garde tout le temps, il le lâche jamais. T'as Slity qui l'a jamais le ballon, Tavares qui n'a rien pu faire parce que quand il est tout seul, un pivot, quand il est pas sollicité, qu'il n'a pas de soutien, il sert à rien. T'avais Cône qui fait des bons placements, mais qui est jamais là pour les appels. Saïd a essayé quelques Saïd fois, a essayé, ouais, a mais essayé, le problème mais c'est que tout Saïd- seul c'est compliqué. c'est surtout que Saïd, pourquoi il demande des ballons aériens alors qu'il fait 1m70, C'est ça. sachant que la défense de stéphanoise, ils faisaient tous minimum 1m80-85, Ah oui, donc entre Perrin, Subotic. Perrin, Subotic, t'as déjà deux sacrés Golgoth, donc c'est bon. ça. Après, il y a eu la blessure de Gabriel Silva qui va faire du mal dans la rotation pour Saint-Etienne, sachant qu'ils avaient déjà Rupture pas des besoin de ça. croisés. Rupture des croisés, en plus déjà qu'ils ont mis Poloma qui était pas forcément titulaire au départ et qui s'est fait remarquer en écrasant la main d'un joueur dijonnais quand il était au sol, Oui. ce qui est pas très fair-play, mais connaissant le gaillard, on savait déjà à quoi s'attendre, donc bon, rien à dire. Non, c'est vrai que c'est un peu inquiétant pour cette équipe de Dijon parce que j'ai pas vu vraiment de réaction parce que je pense qu'en mettant un peu plus de pression, on va dire que le maintien, ça se joue souvent dans les têtes et il faut mettre plus de pression dans les matchs, plus de contenu en tous les cas. Puis trouver puis, un vrai plan de jeu. C'est ça. Comme ça. Bouharé, il essayait tant bien que mal de s'occuper de faire quelque chose, mais je pense que c'était une erreur d'avoir viré Olivier Dalloglio qui faisait du bon travail depuis quelques années. Et surtout, je pense qu'il y avait plus un problème dans la préparation physique, parce que quand on voyait le nombre de blessés qu'il y a eu à Dijon, je pense que c'était pas l'entraîneur le problème, c'était la préparation physique et ça a créé des impacts sur les rencontres et sur les matchs. Après, c'est que mon humble avis. Quand on voit que on avait Enzo Loyodis, Valentin Rosier, et Morgan Amalfitano qui était titulaire depuis le début de la saison et qui commence à être remplaçant ou ne plus jouer, sachant que Loyodis n'est plus titulaire depuis le mois de novembre, n'a pas rejoué avec l'équipe depuis. Valentin Rosier a eu 2 mois de convalescence, n'a rejoué que 10 minutes hier. Oui, il est rentré en cours de match. Michael Alphonse qui jouait pas du tout de la saison et qui est blessé. Wesley Lotois qui est blessé. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Donc je pense que c'est plus une remise en question de la préparation physique plutôt que de l'entraîneur. Oui, bon, après, on ne sait pas toujours, c'est vrai, ce qui se passe dans le vestiaire, mais en tout cas, Olivier Dalloglio semblait faire en tout cas du très bon travail. Mais attention, quand on change d'entraîneur comme ça en cours, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai vu en tous les cas sur le terrain, bon, après, c'est sûr qu'on les voit à la télé et tout, mais en vrai, c'est pas la même chose. Et moi, franchement, je suis un peu inquiet quand je vois ce que j'ai vu. Même les gens qui étaient à côté de moi, on a discuté un peu à la fin du match et pendant le match. Ils étaient plus supporters des Dijon que moi. Et c'est vrai qu'ils me disaient qu'ils étaient quand même très inquiets de ce qu'ils voyaient en termes de jeu. Mais c'est même pas encore le terme du jeu. C'est en fait, ils ne voyaient pas de révolte dans cette équipe. Parce que quand on joue le maintien, il n'y a rien. c'est ça. Bah, le spectacle, encore à la rigueur. Bon, mais c'est surtout la révolte. On a eu Ouais. Keita qui faisait n'importe Mais, quoi sur le terrain. mais- C'était marrant et puis il nous a bien amusé. Oui, puis c'est surtout la révolte. Parce que quand tu joues le maintien, il faut être révolté.
il faut aller au combat, il faut être préparé pour aller au combat. Et là, moi, j'ai pas ressenti ça dans cette équipe et les gens qui étaient autour de moi aussi. Alors après, bon. Il y a déjà des choix tactiques qui sont critiquables. Tu as aussi le fait qu'il n'y ait pas forcément de banc pour pouvoir suppléer les titulaires qui sont, quand ils sont ensemble, sont une bonne équipe, qui forgent une bonne équipe. On l'a vu l'année dernière, qui était la 4e équipe à domicile quand même, et qui avait montré un très beau jeu et beaucoup de buts. Là, c'est le jour et la nuit par rapport à l'année dernière. Quand tu vois que tu n'arrives plus à aligner des joueurs comme Amalfitano qui sauve la défense et puis le milieu de terrain depuis des mois, que tu essayes de mettre en place une défense mais que tu n'arrives pas à trouver un équilibre, ça commence à créer pas mal de questions. Puis surtout au niveau de l'attaque, t'as pas de doublure et puis t'as pas de profil différent à Tavares. Jeannot, c'est le même type de jeu et donc il manque un 9 devant. Tu mets 4 millions sur Sorikaba qui n'a pas tiré une seule fois au but depuis qu'il est arrivé en janvier et qui n'arrive pas à créer du jeu et à faire une passe correcte. Donc, ok, il est arrivé que depuis un mois, mais le problème, c'est qu'il montre rien et il n'est pas rassurant. Bon, en tout cas, on verra si cette équipe de Dijon va s'en sortir ou pas. Bon, il y a bien sûr plusieurs équipes qui sont concernées par le maintien. Mais je vous propose d'écouter Antoine Comboiré qui lui revient sur le fait qu'on ne peut pas gagner si on ne met pas de pression sur l'équipe adverse. Et également Wabi Kazri et Haït Benasser qui lui revenaient justement sur le fait qu'ils ont bien étudié cette équipe de Dijon et ils savaient qu'ils étaient moins bien sur coup de pied arrêté. En tous les cas, ils ont eu raison. On est tombé contre une bonne équipe de Saint-Etienne qui nous a posé beaucoup de problèmes. Malgré le fait qu'ils aient quand même eu pas mal de situations, on n'a pas trop mal défendu. Après, ce qui est rageant, c'est de prendre le but de cette façon. Un coup de pied arrêté. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est impossible de gagner un match quand on prend un tel but avec un corner et vous avez donc un défenseur central adverse qui fait une volée donc dans la surface d'opération. Un problème de concentration, voilà, et après vous courez après le score. En fin de match, on pousse et on n'arrive pas à marquer, mais en ce moment c'est aussi notre souci. Donc on a du boulot, pour les semaines à venir. Maintenant, on est très déçus de ces résultats et après, on va travailler pour aller chercher des points parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On a fait une bonne première mi-temps, on a posé notre jeu, on a essayé de les faire courir. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a eu ce coup de pied arrêté qui nous a fait du bien. On savait qu'ils étaient un peu friables sur ce compartiment-là. On savait que nous, on est capable d'être bons sur ce domaine et ce soir, on l'a démontré. Donc, on est content de prendre les 3 points. Je pense qu'ils sont mérités parce qu'on a eu les meilleures situations. Et c'est bien. Oui, ça a été un match difficile. Face à une équipe qui n'a pas lâché, même si elle est en difficulté au niveau du classement. On a vu qu'elle avait des qualités et qui nous ont posé quelquefois des problèmes. Mais on a su rester concentré et marquer le coup quand il le fallait. Donc on repart avec les 3 points et c'est le plus important. Et c'est le plus important pour cette équipe de Saint-Etienne, forcément. Et ils avaient en tout cas bien préparé leur coup. Les Dijonnais pourront peut-être se reprendre, mais ça ne sera pas évident. Ce sera pour la 27e journée. Dijon se rendra du côté de Lille. Bon, c'est pas forcément le meilleur endroit pour pouvoir se reprendre, mais bon, après, qui sait ? En football, on sait que ça peut aller très très vite. Mais il faudra en tout cas autre chose. Il faudra qu'on voit autre chose pour inverser la tendance. On va passer cette fois-ci, on va reparler justement de Lille car on va se diriger du côté de la Méno. C'était le deuxième match de ce vendredi soir à 20h45 avec Strasbourg qui recevait Lille. Et c'est Lille qui va ouvrir le score grâce à Ikoné à la 42e minute de jeu. Et finalement, Strasbourg va égaliser par Anthony Concalves à la 68e minute de jeu. Finalement, on en restera là, un but partout. On va écouter également Ibrahima Sissoko et le gardien Sals qui reviennent sur le fait que en tout cas Ibrahima Sissoko ne voulait pas perdre ce match. Et Christophe Galtier qui revient sur le regret de ne jamais avoir réussi à mettre ce second but. Et j'étais venu pour gagner le match. Voilà, nous, on restait sur un nul à Caen et on restait sur une défaite à domicile. On avait à cœur de ne pas perdre ce match. Voilà, on a encaissé ce but en fin de première mi-temps qu'on aurait pu éviter, mais bon, on a encaissé. Après, on est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps et voilà, ça a payé en fin de compte. Bon, pas 15 000 occasions non plus, mais je sais que face à une équipe comme Lille, il n'en faut pas 3-4 pour qu'ils en mettent une. Voilà, on s'en sort bien, voilà, on a bien défendu. Voilà, une petite erreur, une passe entre deux, il est tout seul, il se retourne et il frappe. Voilà, après c'est comme ça, il a réussi à marquer, mais bon, après on a réussi à les contenir en deuxième mi-temps. Première mi-temps, on a commencé un peu plus
très compact, a donné quelques occasions, mais comme je dis, deuxième mi-temps, on a fait un bon travail pour revenir et pour montrer les gens qu'on peut gagner ce match. Et ouais, comme je dis, après le match, tout le monde est un peu déçu parce que c'était pas le résultat qu'on mérite. Les joueurs ont la sensation d'avoir perdu 2 points. Mais à partir du moment où on ne met pas notre deuxième but, on est exposé. On a eu une première mi-temps, je trouve, de grande qualité, où on a eu la même mise sur cette période-là. On a créé, on a tenté, on s'est créé des situations. Et sur les 10 premières minutes de la deuxième période aussi, on a encore des situations favorables. Ça s'est joué sur le geste final. Quelquefois pas un manque de réussite, je pense notamment à la frappe du pied gauche de Nicolas en première période sur un centre. Ça passe à ras du poteau. Nicolas s'est créé encore une situation aussi favorable face au gardien. Le regret, il est là, c'est de ne pas avoir marqué le deuxième but. La frustration de mes joueurs, elle est là. Mais après, l'adversaire, il faut accepter aussi que l'adversaire réagit bien et nous mettre sous pression. Et oui, c'est ce qu'a fait Strasbourg. Strasbourg a mis sous pression cette équipe de Lille et qui a fini par craquer. On va s'intéresser aux autres rencontres qui avaient lieu ce samedi. Tout d'abord, à 17h, le Paris Saint-Germain recevait l'équipe de Nîmes. Une équipe de Nîmes qui est en forme en ce moment et qui avait sans doute envie de faire quelque chose contre le Paris Saint-Germain. Mais ça n'a pas fonctionné. Le Paris Saint-Germain a été trop fort sur cette rencontre avec des buts signés Nkunku à la 40e minute de jeu et un doublé pour Kylian Mbappé à la 69e et 89e minute de jeu. Finalement, on en restera là, 3-0. On va écouter la réaction de Thomas Tourelle qui, lui, il est un peu en colère car il dit simplement on n'avait que 14-15 joueurs aujourd'hui et on en parlera après, mais il en veut un peu à Nasser Al-Khelaifi. Et on va justement écouter également Bernard Blacard qui, lui, revient sur le fait que le PSG était tout simplement trop fort. Oui, l'effectif a bien joué et tout le monde a donné le meilleur et ça c'est absolument nécessaire et j'aime bien cet état d'esprit et cette mentalité dans l'équipe, c'est très très bien parce que c'est pas facile dans ces moments. Nous avons eu aujourd'hui, je pense, 14, seulement 14 joueurs avec nous, pas 16 mais 14 mais les gars montrent chaque 3 jours qu'ils sont capables et ils ont l'état d'esprit de faire ça. C'est impressionnant. Non, pas du tout. On a seulement pensé de Nîmes aujourd'hui. On pense seulement de Dijon à mardi. Et c'était nécessaire si on laisse des joueurs comme Angel et Kim pour reposer. C'est pas de Manchester, c'est nécessaire dans un moment parce que Kim il était blessé et nous avons des idées que c'est pas possible pour lui de jouer chaque 3 jours maintenant. Et avec Angel, on a utilisé beaucoup, un peu trop. Et il n'est pas jeune, hein. Il n'est pas jeune et pour ça c'est nécessaire. J'ai l'impression que mon équipe aurait pu mieux jouer, mais bon, c'est sans doute parce que l'adversaire est trop fort pour nous. Non, sur le comportement, non, il n'y a pas de regret, on a beaucoup couru. En vue de loin, je pense qu'on n'a pas toujours bien utilisé le ballon et c'est ce que je regrette un petit peu, mais c'est sûrement dû à la qualité de l'adversaire, à la qualité de récupération du ballon de l'adversaire. On a fait un peu timide en première mi-temps et puis des fautes inhabituelles techniquement en deuxième mi-temps, mais encore une fois, c'est certainement dû à l'intensité que mettait l'adversaire à la récupération du ballon. Il n'y a pas photo, ils sont trop forts, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu, c'est ce qu'a dit Bernard Blacard. Le Paris Saint-Germain était pour lui trop fort. On va s'intéresser cette fois-ci à une équipe qui est en lutte également pour le maintien. C'est l'équipe d'Amiens qui recevait Nice. Un seul petit but dans cette rencontre. Il est l'œuvre des Amiénois avec Guirassy à la 11e minute de jeu. Et ça suffit au bonheur de Christophe Pélissier qui lui dit je suis simplement très satisfait ce soir. Et Patrick Vieira, on lui demande s'il est en colère. Il dit non, mais forcément, je suis très déçu. Ouais, c'est le discours qu'on leur tient avec le staff depuis maintenant 3 semaines, un mois. Je crois que peut-être que tout le monde ne s'était pas mis dans la tête que jusqu'à la dernière journée, il va falloir lutter, il va falloir combattre
pour obtenir ce maintien qui serait encore une fois un exploit pour Amiens. Et ce soir, je suis vraiment très satisfait parce que, notamment sur la première mi-temps, sur le plan de jeu qu'on avait mis en place, les joueurs ont respecté à la lettre et ont fait une très très bonne première mi-temps après. Deuxième mi-temps, Nice a élevé aussi son niveau de jeu. On a un peu reculé, mais bon, c'est un peu logique. Quand on a besoin de points, on a un peu la peur aussi qui nous gagne. Mais bon, très satisfait ce soir. Non, je n'étais pas en colère. J'étais déçu bien sûr du résultat, de notre prestation, mais en colère, non. Oui, réveil trop tardif. On a été un peu plus agressif en deuxième période. On a pris beaucoup plus d'initiative et plus agressif quand on ressortait le ballon. Et je pense qu'en première période, on a été beaucoup trop timide, on n'a pas pris assez de risques. Et avec leur pressing, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Alors, à force de jouer des ballons longs, on rentrait dans leur jeu et ça a été compliqué pour nous. Mais j'ai bien aimé mon équipe en deuxième période. Je crois qu'on a joué avec un peu plus de personnalité, on a pris beaucoup plus de risques et c'est dommage. Et c'est dommage pour Patrick Vieira. On va s'intéresser une fois encore, c'est parti, on va regarder ce qu'a fait Guingamp-Angers, encore une autre équipe qui lutte pour le maintien. Du côté d'Angers, ça va un petit peu mieux avec tous les résultats dernièrement. On respire un peu du côté de cette équipe angevine. Et finalement, ça s'est joué en fin de partie, dans les dernières minutes. C'est Lucas Do à la 90e minute de jeu qui donne la victoire à cette équipe de Guingamp. 1-0, mais ça suffit car c'est 3 points très important dans la lutte pour le maintien. On va écouter la réaction de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur de cette équipe de Guingamp. Il dit simplement un stade plein, une belle victoire à l'arraché. Forcément, ça fait toujours du bien quand on joue le maintien. Et Stéphane Moulin, il est déçu car il estime que son équipe a eu la maîtrise dans cette rencontre. Mais comme on dit, dominer n'est pas gagner. Bah oui, quand il y a un scénario comme ça, avec un but dans le temps additionnel, dans un match très difficile, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Il n'y a pas eu beaucoup de scénarios positifs cette saison au Rodourou et de connaître ça, de vivre ça à ce moment-là de la saison, c'est un moment important. On avait un stade plein, les gens étaient venus en nombre, c'était encore les vacances et on savait qu'on allait avoir un match difficile contre un bloc angevin qui défend très bien, bas, et qui piège ses adversaires depuis de nombreuses semaines comme ça, en étant patient. Voilà, donc il faut les manœuvrer. On l'a mieux fait en deuxième qu'en première. Et puis, on est allé la chercher comme ça, avec le petit brin de réussite qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Nous satisfaire, non. On était venu pour essayer de gagner. Maintenant, quand on ne peut pas gagner, on essaye de ne pas perdre. Et c'est vrai qu'on a plutôt, malgré tout, contrôlé le match sans subir trop d'occasions. Maintenant, je suis déçu du résultat, parce que je pense que le match nul aurait été plus logique. Et pas content de la manière dont on a encaissé le but, parce que on ne doit pas encaisser un but de cette façon-là, quoi. On concède une touche, et sur la touche, on laisse centrer leurs joueurs. Et évidemment, quand on laisse centrer de cette manière-là, il peut y avoir du danger dans la surface. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, déçu du résultat et pas content de la manière dont on a encaissé ce but-là. Oui, c'est comme ça. On savait bien qu'on n'allait pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin du championnat. On savait que ce serait difficile ici. Et je dirais que ça l'a été, parce que c'est jamais simple de venir ici. Mais franchement, je pense qu'au moment où ils marquent, je ne sais pas s'ils y croyaient encore, parce qu'on voyait bien qu'ils n'y arrivaient pas. Donc voilà, c'est tant mieux pour eux, tant pis pour eux. C'est ça, tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Ce sera le mot de la fin, en tous les cas, de Stéphane Moulin. Et c'est vrai que cette équipe de Guingamp se donne encore un sursis. Elle recolle surtout aux autres équipes. On verra au classement tout à l'heure. On va s'intéresser cette fois-ci au match qui avait lieu ce dimanche avec tout d'abord, on va dire, le derby de l'Atlantique entre Nantes et Bordeaux. Et finalement, un seul petit but également dans cette rencontre. Il est l'œuvre du défenseur central Nicolas Pallois qui marque ce but à la 51e minute de jeu. Et finalement, on en restera là. C'est une victoire importante pour Nantes qui a enchaîné forcément avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les mauvais résultats. Et elle respire un petit coup au classement. On va écouter la réaction justement du buteur Nicolas Pallois. On lui a demandé à quoi il pensait sur ce but. Vous écouterez sa réponse. Et également Eric Bédouet. Forcément, si on veut gagner, il faut marquer des buts à l'extérieur. Et ça, forcément, c'est toujours un problème d'efficacité également.
Je pense que c'est pas le premier que je mets comme ça. Donc non, je suis content de l'avoir mis et content d'avoir gagné, d'avoir pris des points surtout. Je pense qu'on se devait surtout de gagner cet après-midi pour prendre des points et surtout derrière ça gagnait aussi. Donc c'était très important et voilà, si on peut relancer la machine et voilà, prendre des points avancés surtout. Voilà, je pense qu'elle part bien du pied et voilà, je suis content que je marque. Après, sur le moment, je pense à pas grand-chose, mais voilà, ça fait surtout du bien à la tête. Difficile toujours quand on perd, on n'arrive pas, on se sent vraiment incapable de renverser une situation en ce moment. On a réagi plutôt qu'agir parce qu'on a réagi après le but. Il y a eu des actions qui ont été bien, mais c'est pas suffisant encore pour espérer faire quelque chose à l'extérieur. Ouais, mais c'est pas uniquement, je dirais, les attaquants. Quand c'est une équipe, en règle générale, on fait une faute. Bon, sur le but, on fait une faute grossière aussi. Bon, donc si on n'est pas capable de mettre des buts à l'extérieur, au moins ne pas en prendre déjà, c'est déjà ça, mais c'est pas facile non plus. Alors donc là, on a fait une faute, on l'a payé cash. Bon, c'est à nous de travailler, c'est à nous de recommencer et puis d'essayer de s'améliorer. Essayer de s'améliorer, oui, forcément, pour cette équipe de Bordeaux. On s'intéresse à une autre rencontre, on va du côté du stade de la Mosson avec Montpellier qui recevait Reims, une équipe en forme, les Rémois, et ils vont le prouver une nouvelle fois du côté de la Mosson en s'imposant 4-2. Pourtant, c'est Montpellier qui va ouvrir la marque par Daniel Congré à la 6e minute de jeu, et c'est finalement Rémi Houdin qui égalise à la 27e minute de jeu. C'est ensuite Zenelli sur penalty qui donne l'avantage à Reims. C'est finalement Gaëtan Laborde en seconde mi-temps à la 55e minute de jeu qui va égaliser. On en est à 2 buts partout. C'est un doublé pour Rémi Houdin à la 70e minute de jeu qui donne l'avantage à cette équipe de Reims 3-2. Et finalement, c'est Pablo Chavaria à la 89e minute de jeu et qui, en tous les cas, parachève le succès des Rémois 4-2. Et surtout, vous allez entendre les réactions d'Elias Skiri qui lui dit quand on prend des buts, forcément on ne peut pas, quand on prend autant de buts, on ne peut pas gagner une rencontre. Et David Guillon qui lui dit l'objectif du club est maintenant rempli, c'était les points du maintien, maintenant c'est fait. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas le résultat qu'on espérait ce soir. Mais bon, quand on encaisse 4 buts à domicile, voilà, on peut pas espérer grand-chose. Non, voilà, on a une petite semaine encore vu qu'on joue vendredi, mais il va falloir très vite se remettre dedans, bien récupérer et aller chercher des points à l'extérieur. Non, écoutez, une saison, c'est comme ça, on peut avoir des hauts, des bas, il suffit d'une série de bons résultats et ça peut très vite repartir de l'avant. Voilà, le championnat reste très serré. On va être encore à la lutte, mais voilà, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher en tout cas. Je suis vraiment très fier parce que ce soir c'est le premier objectif du club qui est atteint, à savoir le maintien. Et puis être en capacité à vous dire ça au mois de février, fin février, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit à mes joueurs de vraiment exceptionnel. Donc voilà, on a atteint ce premier objectif. On va continuer maintenant à travailler, à progresser pour les matchs, pour prendre les matchs les uns après les autres. C'est notre façon d'avancer. Et puis on se posera tranquillement à la trêve internationale du mois de mars pour se fixer d'autres objectifs. D'autres objectifs pour David Guillon pour cette fin de championnat. Mais oui, forcément, il faut toujours se fixer un cap, sinon les joueurs se laissent pas aller, mais il faut toujours fixer en tout cas un objectif pour justement amener encore de la motivation à ces troupes quand le plus dur est fait. Mais attention, cette équipe rémoise pourrait très bien se qualifier pour l'Europe, car elle est 6e à 41 points. Donc, elle est candidate à cet objectif. Et en tout cas, c'est un bel objectif. On va regarder les autres rencontres avec une autre rencontre entre équipes mal classées. C'est Toulouse qui recevait Caen. Finalement, les Canets vont ouvrir la marque par Enzo Crivelli à la 45e minute de jeu, mais les Canets croyaient tenir enfin là une belle victoire et c'est finalement Max-Alain Gradel sur coup franc à la 90e qui crucifie cette équipe, l'équipe de Fabien Mercadal et ça fait un but partout. On va écouter la réaction d'Alain Casanova qui parle d'un match compliqué face à une équipe qui est dans la même situation qu'elle et Fabien Mercadal. Lui, il relativise un petit peu et il dit simplement on stoppe notre spirale négative.
il y a un peu de réussite de leur part. Je veux dire, si on est efficace et si on a un petit peu plus, je dirais, de justesse, un petit peu plus d'efficacité, un petit peu plus de réussite aussi, parce que j'oublie pas que leur gardien a fait 1 ou 2 arrêts importants. J'oublie pas non plus qu'ils ont un joueur qui sauve une situation sur la ligne. Donc ça tient un peu de choses. Là, on retient que l'ouverture du score de Caen, alors que la logique aurait voulu qu'on ouvre le score. Maintenant, comme j'ai dit aux joueurs, ou alors on se lamente et puis on pense que on est un peu maudit et que c'est comme ça, ou alors on se révolte une fois de plus, c'est tout. On va encore travailler par rapport à tout ça. Je pense que l'équipe a montré dès le début de match qu'elle avait envie pour ses supporters de prendre les 3 points, qu'ils étaient très très importants dans notre situation, face à un adversaire qui est dans notre position aussi. On n'a pas breaké, on a 2-3 possibilités pour breaker. Avec un peu plus de lucidité, on peut même se créer 1 ou 2 occasions en plus en étant meilleur dans les avant-dernières passes. Voilà, et puis après c'est difficile de résister sur des fins de match où l'adversaire joue son batou. Ouais, on avait vraiment envie d'accrocher la victoire. Maintenant on a mis quelques ingrédients qui vont nous intéresser pour la suite. Ce petit point nous permet de ne plus être relégable aussi, donc ça fait malgré tout moins du bien que si on en avait pris 3, mais ça fait un peu de bien aussi. Et puis on a une semaine excitante à préparer. Une semaine excitante car Caen va recevoir le Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée à partir de 17h. Donc ça sera du côté du stade Malesherbes à Caen. Et puis ça sera sans doute bien sûr une grosse affiche, car quand le PSG arrive, c'est toujours une grosse affiche, mais surtout une affiche où Caen devra essayer de prendre des points, et ça forcément ça sera moins évident. Et on va regarder ce qui s'est passé dans la rencontre qui avait lieu à 17h. C'était Rennes qui recevait l'Olympique de Marseille. Rennes qui sortait d'une belle qualification du côté du Betis Séville. Voulait enchaîner. On sait que c'est toujours compliqué d'enchaîner lorsqu'on sort d'une Coupe d'Europe. Et finalement, on en est resté à 1 but partout. Et c'est pourtant Rennes qui va commencer très rapidement cette rencontre avec la tête de Benjamin André dès la 7e minute de jeu. Et c'est 1-0 pour les Rennais. On se dit que les Rennais sont bien partis dans cette rencontre, mais finalement Valère Germain à la 56e minute de jeu va mettre une tête également. D'ailleurs il va ressortir de cette tête avec un œuf de pigeon sur le front. D'ailleurs même Mario Balotelli l'a regardé en se moquant de lui. Donc c'était assez sympa, et on en restera là, 1 but partout. Bon, assez sympa, pas forcément pour Valère Germain, mais vous allez justement écouter Mbaye Niang qui lui dit c'est un point qui pourrait compter à la fin du championnat. Et Valère Germain qui revient sur la mauvaise première période de cette équipe marseillaise, mais il revient également sur on va dire le chambrage de Mario Balotelli sur son œuf de pigeon. On fait une très bonne première mi-temps. Après, on savait que voilà, en deuxième mi-temps, Marseille allait se faire bouger et allait revenir avec plus d'intention. Malgré tout ça, ils n'ont qu'une occasion, ils arrivent à la mettre au fond. Mais bon, ça reste un point et ça pourrait compter pour la fin. Oui, c'est regrettable de prendre un but sur coup de pied arrêté. Après, voilà, il faut incriminer personne. Ça fait partie du jeu et on va corriger les erreurs pour les prochains matchs. Ouais, au vu de la première mi-temps, on n'a pas été bon. Dans les duels et tout, on n'y était pas. On était logiquement mené au score et on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. On aurait pu l'emporter, on aurait pu aussi le perdre. Donc de temps en temps, il faut savoir ne pas perdre les matchs, prendre un point et continuer la petite série d'invincibilité qu'on a depuis quelques matchs. Ça coïncide avec, c'est vrai, la période où je suis un peu mieux. C'est bien parce que ça se concrétise par un but ce soir qui nous fait prendre un point. Voilà, maintenant c'est bien, je suis content, il va falloir continuer comme ça. Il y a 3 gros matchs qui arrivent. On reçoit 2 fois à domicile, donc il faudra faire le plein pour continuer à grimper au classement. Je préfère, après il faut que je sois capable de jouer seul devant aussi, mais oui je préfère, j'ai toujours joué comme ça m'a toujours plu de jouer comme ça. Je pense que Mario est content qu'on joue comme ça aussi, donc voilà, à continuer, il faut qu'on continue comme ça, et si on continue de gagner avec ce système, on continuera.
parce que j'ai une bosse et c'est vrai que sur le coup, en fait, je mets la tête et je sais même pas qu'il y a but. J'ai été un peu sonné sur le coup et c'est en me relevant une dizaine de secondes plus tard qu'on me dit qu'il y avait but. Et puis voilà, après je vais essayer de mettre de la glace pour que ça disparaisse le plus vite possible. Bon, j'espère qu'il a mis de la glace, Valère Germain, pour que ça s'en aille. C'est vrai que c'était assez impressionnant et c'est pour ça que Mario Balotelli s'était moqué un petit peu de lui. Mais en tous les cas, ça fait plaisir aussi de retrouver du sourire. En tout cas, peut-être que Mario Balotelli a amené je ne vais pas dire cette âme, mais en tout cas non plus ce grain de folie, mais cet humour dans le vestiaire marseillais qui manquait peut-être. En tous les cas, ça doit bien rigoler avec Mario. En tout cas, ça se voit sur le terrain et la complicité entre même Florian Thauvin et Valère Germain et Mario Balotelli, justement sur le coup de la bosse sur le front de Valère Germain, était assez sympa. Et peut-être qu'il emmène aussi ça, cette bonne ambiance qui manquait peut-être au vestiaire marseillais. Une autre réaction, c'est celle de Julien Stéphan sur Ben Arfa, car Ben Arfa a été écarté avant cette rencontre. Vous allez justement écouter la raison, car l'entraîneur de cette équipe de Rennes a justement remis, on va dire, a parlé justement de ce qui s'était passé avec Ben Arfa, et on va l'écouter tout de suite. Julien, vous vous attendez à cette question, il y a eu une absence remarquée, celle d'Hatem Ben Arfa. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé, pourquoi Hatem n'était pas là aujourd'hui ? Oui, il n'y a pas à en faire une affaire d'État, pas du tout. C'est très simple. Hier, il ne s'est pas présenté à la mise au vert hier soir. Il était épuisé, donc à partir de là, j'ai décidé de pas le convoquer. Je l'ai eu au téléphone, il s'est excusé. Voilà, donc ça va rentrer dans l'ordre tranquillement, mais je ne pouvais pas, par rapport aux règles de vie et par rapport au groupe, le convoquer pour ce week-end. Bon, un bon tirage, je sais pas. En tout cas, c'est une équipe prestigieuse, avec une histoire, avec aussi un entraîneur qui a gagné 3 fois l'Europa League. Je pense que c'est un potentiel vainqueur de l'Europa League. Pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir jouer ce type d'adversaire-là. On a encore quelques matchs d'ici là, en tout cas un match de Coupe de France et un match de championnat la semaine prochaine à Nîmes, avant de pouvoir penser à cette double confrontation. Mais bien sûr que c'est une belle récompense pour tout le monde, pour les clubs, pour les joueurs aussi, qui sont récompensés du match du Betis, de la qualif avec cet adversaire-là. Vous aurez compris qu'il revenait bien évidemment sur Hatem Ben Arfa. Il donnait la raison pour laquelle il était écarté pour cette rencontre, et également sur le prochain adversaire de Rennes, c'est-à-dire Arsenal, avec bien évidemment son entraîneur Unai Emery, qui l'avait gagné à plusieurs reprises avec le FC Séville, si je ne me trompe pas. On va maintenant s'intéresser à la dernière rencontre, le grand format de cette 26e journée, avec Monaco qui recevait l'Olympique lyonnais, avec une victoire des Monégasques, décidément, depuis que Leonardo Jardim est revenu du côté du Rocher. Eh bien, on peut dire qu'il enchaîne les succès, et c'est Gelson Martins à la 18e minute de jeu qui déjà transperce les filets lyonnais, et ensuite c'est Ronny Lopez 9 minutes plus tard à la 27e minute de jeu qui donne un avantage encore plus conséquent à cette équipe monégasque. Finalement, on en restera là, rien ne sera inscrit en seconde période, mais c'est une victoire ô combien importante, car Monaco remonte à la 16e place avec 25 points. Bon, on va dire qu'ils ont bien fait de changer d'entraîneur, mais on se demande même pourquoi ils l'ont fait avant, et qu'ils ont embauché Thierry Henry, et finalement ils l'ont fait revenir, et cette équipe de Monaco va sans doute s'en sortir. On verra, le championnat est encore très long. Je vous propose d'écouter la réaction de Djibril Sidibé, qui lui dit c'est en tout cas une victoire qui nous fait beaucoup de bien. Et Anthony Lopez, on savait que ce serait compliqué après la Ligue des Champions, pardon. Pas des chanceux, mais des champions. En tout cas, les chanceux, on espère que ça sera le cas du côté du Camp Nou. Et on écoute justement Anthony Lopez également. Je pense qu'on n'a pas entamé comme on l'aurait voulu. Pourtant, c'était bien prévenu avant le match que généralement après les matchs de Coupe d'Europe, c'était toujours compliqué les 15 premières minutes. Mais voilà, on n'en a pas tenu compte. On a joué contre une équipe de Monaco qui a été complètement transformée, et puis on l'a vu sur cette première période. Je crois que notre première occasion, elle est vers la 40e, donc voilà, on n'a pas spécialement existé auparavant. Ouais, c'est vrai que c'est récurrent. C'est des choses qu'on doit rectifier au plus vite, parce que perdre des points
Comme ça, c'est très rageant et puis ça nous pénalise totalement pour la suite du championnat. Voilà, en espérant qu'à la fin du championnat, c'est pas des points qu'on risque de regretter. Ouais, c'est vrai qu'on fait deux cadeaux. Donc énervé, frustré. Après de l'énervement, c'est savoir passer au-dessus à ce niveau-là. Tout le monde a droit à l'erreur. Mais voilà, c'est plus l'entame de match qui m'a plus déplu qu'autre chose cette première période qui ne devrait même pas exister à notre niveau. Oui, c'est sûr que c'est un second souffle. Vraiment, c'était un match référence pour nous. On avait vraiment à cœur de s'imposer à la maison et de marquer notre empreinte. C'est chose faite. Donc voilà, même si cette équipe de Lyon était, on va dire, je sais pas si la fatigue ou voilà, mais de notre côté, voilà, on s'est concentré sur nos qualités avec beaucoup de vitesse, de percussion, de créativité. Et puis on n'a pas pris de but, c'est très important. Et puis aujourd'hui, on profite de ce match. Oui, c'est sûr que voilà, de toute façon, on a le coach qui est là toujours pour nous taper sur la tête et voilà, nous faire garder les pieds sur terre. Mais c'est sûr que avec la qualité de l'effectif, on peut ambitionner faire autre chose, mais on va rester modeste et avancer étape par étape. Oui, c'est sûr. Voilà, on a analysé cette équipe. Voilà, notre objectif c'était de les empêcher de jouer, combiner surtout à l'intérieur, au milieu de terrain, et puis voilà, mettre beaucoup de densité, et puis les contrer en mettant beaucoup de percussions sur les côtés avec Ronny, Gelson, qui nous ont encore aidé beaucoup ce soir. Oui, qui les ont encore beaucoup aidés ce soir. C'est ce que voulait terminer sa phrase Djibril Sidibé. On va vous donner justement la prochaine journée. Ce sera ce vendredi 1er mars avec le début de la 27e journée. On retrouvera à 20h45 Bordeaux qui recevra Montpellier. Samedi 2 mars, poursuite de cette 27e journée avec à 17h Caen Paris Saint-Germain. À 20h, 3 rencontres. Angers-Monaco, Nîmes-Rennes et Reims-Amiens. Le dimanche 3 mars, poursuite et fin de cette 27e journée avec 3 matchs à 15h avec Nice-Strasbourg, Lille-Dijon et Guingamp-Nantes. Une rencontre à 17h, Lyon-Toulouse et une autre rencontre, le grand format avec à 21h l'Olympique de Marseille qui recevra l'AS Saint-Étienne. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 68 points. Deuxième, Lille, 51 points. Troisième, Lyon, 46 points. Quatrième, Saint-Étienne, 43 points. Cinquième, Marseille, 41 points. Et Reims est 6e avec 41 points. Ce qu'on disait tout à l'heure, Reims pourrait se qualifier également pour l'Europe. En tous les cas, ça va être assez sympa. Ça sera sans doute l'objectif, peut-être, que fixera David Guillon pour la fin de saison. En tous les cas, ils n'ont aucune pression. On va regarder le classement des buteurs avec toujours Kylian Mbappé avec 22 buts. Deuxième, Edinson Cavani, 17 buts. Et également Nicolas Pepe, troisième, avec 16 buts. Je pense qu'on a tout dit sur la Ligue 1. Petite chose à rajouter, Arthur ? Non, rien à rajouter. On peut passer à la Ligue 2. Alors juste un petit truc sur Neymar, tiens, puisqu'on va clôturer justement cette page Ligue 1. Neymar, en fait, il est revenu sur quelque chose, justement, et il a livré une interview exclusive du côté de Globo Esporte. Donc c'est bien sûr du côté du Brésil. Et c'est vrai que le joueur de 27 ans a été ému et il a même pleuré. Et il parlait surtout de sa complicité avec justement Léo Messi. Il dit simplement, c'est difficile, pour être sincère, c'est très difficile parce que Léo a été un gars très spécial pour moi à Barcelone. Alors il dit, c'est une histoire que je raconte à tout le monde. Au moment où j'avais le plus besoin de soutien, l'homme de l'équipe, le meilleur du monde, est venu et m'a donné de l'amour. Il m'a parlé et m'a dit « Viens là, tu dois être toi-même, tu dois être heureux. » Et le même qu'à Santos, ne sois pas timide, n'aie pas peur de moi ou de quiconque dans ce club. On est là pour t'aider. Alors, c'est ce qu'il a raconté, forcément très ému. Alors il dit aussi, c'est un pays qui nous a demandé de participer à ce projet. Justement, il parlait le témoignage fort qui démontre le lien particulier donc entre Léo Messi et Neymar. Et c'est vrai que pour balayer tous les doutes à ce sujet, c'est son père, le père du Parisien, qui a également voulu faire une mise au point. Alors le transfert, ce n'était pas pour sortir de l'ombre de Messi. Cette décision a été très difficile à prendre, à assurer Neymar. Là, c'était sur Sport TV. Il a dévoilé aussi les raisons de ce choix. C'est un pays qui nous a demandé de participer à ce projet et de donner une visibilité à ce championnat. L'objectif en signant au PSG était d'être élu meilleur joueur du monde. Je n'ai jamais eu comme objectif pour mon fils cela.
Et je ne pense pas que ce soit son objectif, mais jouer dans les meilleurs championnats, être parmi les meilleurs, je suis sûr que c'est une ambition. Après, il ne faut pas être des hypocrites et il s'agirait d'une bonne chose pour notre ego et notre CV. Mais cela dépendra du travail de l'équipe, c'est ce qu'a souligné donc le père de Neymar. En tout cas, c'était un beau geste en tout cas envers Léo Messi. C'est vrai que tout le monde a peur aussi peut-être du côté de Barcelone de Léo Messi parce que c'est forcément une star mondiale. Le meilleur joueur de la planète, on va dire. C'est vrai, il est capable d'être décisif dans une rencontre, mais on peut mettre aussi Ronaldo, qui n'est pas très loin également. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur ? En fait, moi, je dirais pas qu'il y a de meilleurs joueurs du monde ou de l'histoire, parce que le problème, c'est que on a la chance d'avoir deux joueurs exceptionnels. Tu as deux cadres exceptionnels qui sont au-dessus de tout le monde dans leur génération. Et puis, quoi qu'il arrive, tu as toujours eu des personnes qui vont dire le meilleur joueur de l'histoire, il était dans telle génération. Donc, je dirais pas qu'il y a le meilleur joueur de l'histoire, mais des meilleurs joueurs de l'histoire, parce qu'il y a eu trop de générations différentes pour pouvoir affirmer qu'il y a un joueur qui a été meilleur qu'un autre. Là, actuellement, dans notre génération, c'est Messi et Ronaldo. Tu peux mettre Platoche à son époque, Pelé pendant la grande époque brésilienne. C'est assez difficile à dire, mais moi je trouve que quand même avec des joueurs comme Ronaldo ou Messi qui ont eu une carrière et puis qui ont des performances stratosphériques, c'est juste un régal pour les yeux. Après, moi j'ai déjà vu Neymar en France et c'est vraiment un régal à voir pour les yeux. En tous les cas, moi je suis bien content d'être à cette époque et de voir deux joueurs merveilleux comme Messi et Ronaldo. Et je suis pas certain qu'on en reverra quand même dans les prochaines années à ce niveau-là, en tous les cas. Oui, c'est vrai. Bon, après, moi, je te rappelais que j'ai 18 ans et j'ai grandi avec eux. Donc, c'est vraiment les deux grosses stars que j'ai connues dans ma vie. Oui, c'est vrai. Bon, je souhaite qu'il y en ait forcément d'autres, mais ça va être peut-être compliqué. Hein. Bon, on verra. En tous les cas, il y aura toujours, bien évidemment, de très bons joueurs. Et c'est vrai qu'ils nous régalent tous les week-ends sur les différents championnats étrangers.